voyez cette photo, c'est la photo d'une idole japonaise, Ena Matsuoka. Elle fait partie d'un tout petit groupe d'idoles, Tenshi Tsukinuke Niyomi. Vous la voyez, c'est elle avec le ruban rose dans les cheveux. Et en septembre 2019, elle est loin de se douter que cette simple photo postée sur les réseaux sociaux va l'amener au plus proche du Son ravisseur, c'est lui, Hibiki Sato. Rien qu'en observant son compte Twitter, on s'aperçoit que c'est un grand fan. Oui, un fan du groupe Tenshi Tsukinuke Niyomi, sauf que comme je l'ai déjà illustré dans ma vidéo où j'ai suivi des idoles pendant une journée, ces fans soutiennent certes un groupe, mais ils ont toujours leurs préférences. Il y a toujours une des filles qu'ils idolâtrent plus que les autres. Et la préférée de Hibiki Sato, c'est bien entendu Ena Matsuoka. Il lui voue une obsession. Une obsession maladive, au point où le 1er septembre à 23h, à l'entrée de l'immeuble de Ena, il l'attaque brusquement dans son dos et la maîtrise en plaçant habilement une serviette sur sa bouche. Ena se débat, mais la différence de corpulence est insurmontable. Néanmoins, les deux individus tombent lourdement au sol. Heureusement, Hibiki desserre momentanément son étreinte au niveau de la serviette, et par réflexe, Ena parvient à crier de toutes ses forces. L'agresseur, effrayé par le cri qui pourrait alerter le voisinage, prend ses jambes à son cou. Ena, encore allongée sur le sol, ne s'en est pas sortie indemne. Elle a de multiples contusions sur le visage et dans le dos. Plusieurs jours après, grâce à la caméra placée à l'entrée de l'immeuble, on parvient à identifier Hibiki et il se fait rapidement arrêter. Une fois en garde à vue, il ne nie pas les faits. Mais une question demeure. Comment a-t-il fait? Comment Hibiki a réussi à trouver aussi précisément l'adresse de son idole préférée? Un décor? Un bureau? Non, ne vous méprenez pas, les idoles ainsi que leurs agences sont bien au courant de ce genre de fans excessifs, et ils prennent bien toutes les mesures possibles pour protéger leur talent. Mais il y a quand même une seule chose qu'ils ne pouvaient pas prévoir, c'est la détermination sans faille de Hibiki. En effet, je vais vous parler de cette photo qui, en apparence, ne révèle rien. Mais sur cette banale photo, Hibiki a zoomé dans les beaux yeux de son idole préférée pour trouver dans le reflet des informations privées. Au début, rien de bien intéressant. Il identifie une forme de building, la signalisation de la route, puis en faisant correspondre ses décorations de fenêtres et l'angle de la lumière entrant dans sa chambre avec d'autres photographies, il est parvenu à obtenir une information capitale. Le nom de l'arrêt de bus où elle descend. Et c'est comme ça que le 1er septembre, il l'a attendue à cet arrêt et l'a suivie jusque devant son immeuble dans le but d'avoir un rapport intime avec elle. Cette histoire a horrifié le Japon non pas pour le crime en lui-même, mais plus par la technique malsaine du criminel de zoomer dans les yeux sur une photo. Ça donne un profond sentiment d'insécurité pour toutes les personnes qui ont déjà publié leurs yeux sur internet, ce qui correspond à pratiquement tout le monde. Et on ne peut même pas se rassurer en se disant que le cas de Ena Matsuoka est exceptionnel, car malheureusement au Japon, il est loin de faire figure d'exception. Mayu Tomita, Rika Okada, Ino Shiori. Depuis plus de 15 ans, les cas de stalker se multiplient à une vitesse affolante au Japon. Mais alors pourquoi le stalking est si présent au pays du soleil levant? Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête des stalkers? Comment les Japonais doivent-ils adapter leur comportement? Et enfin, comment la loi s'est construite? Clairement, vous n'êtes pas prêts pour ce dernier point. Examens, la sécurité au pays du soleil levant, elle est légendaire. Trottinette dehors 24h sur 24? Check. Laisser ses affaires apparentes dans la voiture? Check. Réserver une table dans un café avec son smartphone? Allez, check. En revanche, il faut admettre qu'il y a une forme d'agression qui est caractéristique du Japon, c'est le stalking. En japonais, on désigne le stalker par le mot stalker, à ne pas confondre avec stalking, qui désigne le collant chez les femmes. Alors définir le stalking, c'est pas évident, mais il y a 3 points qui sont mis en avant par le clinicien américain John Reid Meloy. Premier point, une intrusion vis-à-vis d'autrui contre sa volonté. Point numéro 2, une menace implicite ou explicite exprimée par le comportement de l'agresseur. Et troisième point, un sentiment de peur chez la victime. Concrètement, une personne ou un groupe de personnes va observer et décrypter votre quotidien, vos déplacements, vos courses, votre rythme du sommeil, votre mode de vie, absolument tout. Et ça peut se passer autant dans le monde réel que sur les réseaux sociaux. Et ça, eh bien ça peut être fait par fanatisme ou par une obsession guidée par une émotion comme la colère ou la jalousie. Mais l'aspect vicieux de cette forme d'harcèlement, c'est qu'elle est très souvent indirecte. Une fois qu'on s'en rend compte, on se sent épié à chaque instant, jamais en sécurité, et ça même chez soi. Par conséquent, c'est quelque chose qui touche plus souvent la santé mentale que la santé physique de la victime. Même si dans les cas les plus extrêmes, le stalking se termine avec une confrontation physique très violente. Au Japon, les personnes touchées ce sont sans surprise à 87,6% des femmes. Et les stalkers ce sont à 80,7% des hommes. Bon, globalement, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais on a à peu près les mêmes statistiques en France. Sauf pour le nombre de cas.
Si vous pensez que le stalking ça arrive uniquement aux célébrités et peut-être à quelques personnes populaires, vous vous mettez le doigt dans l'œil gravement. Selon la police japonaise, il y a environ 20 000 cas de stalking recensés par an depuis 2012. C'est beaucoup? Pas beaucoup? Ça fait quand même 54 plaintes déposées tous les jours. Ouais, c'est pas mal. Surtout qu'encore une fois, on ne prend en compte que les déclarations. Et d'expérience, les organismes, lorsqu'ils veulent déterminer le véritable nombre, ils font souvent un x10. Donc on serait autour de 200 000 cas de stalking par an. Ouais, là c'est énorme. Et pour être tout à fait honnête, avant d'écrire cette vidéo, je prenais le phénomène du stalking au Japon un peu à la légère. Parce que clairement, je ne pensais en aucun cas que le Japon en était rendu à ce niveau de préoccupation concernant le stalking. Le nombre d'articles, de faits divers, de lois spécifiques, de contenus préventifs autour de ce problème, mais ouah, c'est colossal. Et surtout, c'est partout. Un bon exemple, c'est ce site. C'est le site Shingakunet dédié aux jeunes pour les aider à s'orienter dans leurs études supérieures. Il y a plein d'informations intéressantes, mais au milieu de tout ça, bam, il y a cet article qui est dédié au danger du stalking. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que ça vient faire sur un site d'orientation scolaire, mais si je vous dis que la majorité des personnes stalkées ce sont les jeunes femmes et les lycéennes, tout de suite ça prend beaucoup plus de sens. Cet article explique point par point tout ce que vous pouvez dévoiler comme information sur les réseaux sociaux sans vous en apercevoir. Ce sont donc les choses à ne pas faire. Numéro 1, ne prenez jamais de photos chez vous. Il y a beaucoup trop d'indices. Indice numéro 1 et numéro 2, l'uniforme et les manuels scolaires qui peuvent indiquer précisément l'établissement que vous fréquentez. Je rappelle qu'au Japon, chaque lycée a son uniforme et c'est très cool, sauf dans des cas comme ça. L'indice numéro 3, c'est le porte-clés. Ça peut être un excellent moyen pour le stalker de vous repérer rapidement dans un groupe à la sortie de l'école. Et indice numéro 4, sur la clé, en zoomant, on peut voir des numéros. Et il existe au Japon des sociétés qui fabriquent des doubles de clés à partir de seulement ces numéros et le fabricant de la clé. Donc juste avec cette photo, il y a un risque énorme pour qu'un stalker trouve votre lycée, vous repère grâce au porte-clés, vous suive pour remonter jusqu'à votre adresse, après quoi il pourra même rentrer à l'intérieur sans faire de bruit grâce au double des clés. Ah ouais, tout de suite posté sur les réseaux sociaux, on y réfléchit à deux fois. Règle numéro 2, ne pensez pas que s'il n'y a pas votre tête sur la photo, vous êtes protégé. Sur la photo de gauche, c'est écrit course à pied. Donc à partir de la plaque d'égout, on peut savoir à peu près la zone dans laquelle vous pratiquez, qui par principe n'est pas loin de votre domicile. Et sur la photo de droite, il faut faire attention aux fameux reflets. Si une personne a zoomé dans le reflet des yeux, les reflets de vitres et de miroirs, c'est un jeu d'enfant. Le site mentionne également de faire attention aux reflets indésirables comme par exemple ceux sur une carrosserie de voiture. Ah ouais, ça, on l'avait pas vu venir. Numéro 3, pas d'informations sur votre quotidien. Sur ces posts, on peut voir l'heure de la diffusion, le fait que la personne va dans un combini et que c'est sur son chemin du retour. Individuellement, aucune publication ne suffit à obtenir suffisamment d'informations, mais combiné, ce n'est pas la même histoire. Pour finir, sur le site, il y a même une sorte d'examen pour savoir si vous avez bien compris le nombre d'informations qu'on peut divulguer avec une simple photo. Et c'est là où on se rend compte que le site, aussi préventif soit-il, c'est aussi, malgré lui, un excellent tuto pour les potentiels stalkers qui veulent vous trouver. Bref, vous pouvez vous dire que tout ça, toutes ces précautions, c'est exagéré, c'est tombé dans la paranoïa. Eh bien si vous avez cet avis, écoutez, j'ai hâte que vous regardiez la totalité de la vidéo. Parce que je suis d'accord qu'en France, personne ne réfléchit à ce point à ce genre de détails. Et vérifier les reflets, cacher les tenues et faire attention aux bouches d'égout, c'est un autre niveau. Même en tant qu'influenceur où on a des personnes malveillantes, j'ai pas l'impression d'appliquer le 10e des précautions qu'une lycéenne lambda japonaise doit suivre. Surtout que tout ce que le site a dit, ce sont des mesures préventives, mais qu'est-ce qu'on doit faire lorsque c'est déjà trop tard? Eh bien voici les mesures à appliquer proposées par le gouvernement lorsque vous vous rendez compte que vous êtes victime de stalking. Lorsque vous êtes victime de stalking et que vous repérez le stalker juste derrière vous, surtout, ne rentrez pas chez vous. Si jamais le stalker n'a pas déjà cette information, ce serait bête de lui donner ça sur un plateau d'argent. Un réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de faire semblant d'appeler quelqu'un. Et bien ça, c'est pas une si bonne idée. Parce que s'il s'aperçoit que c'est faux, il va tout de suite comprendre que vous êtes dans une situation de détresse. Le mieux, c'est de taper sur Google le mot koban en japonais qui désigne un petit poste de police. Et sur le chemin, alors ça c'est petit conseil personnel, pourquoi pas lancer un petit live Facebook, Instagram, Snapchat, ce que vous voulez. Comme ça, eh bien, vous n'êtes pas seul et en plus vous pouvez filmer. Oui, parce que ironiquement, les stalkers n'aiment pas beaucoup qu'on découvre leur identité. Mais pour lancer un live, ce qui est d'ailleurs souvent salvateur au Japon, il y a plein d'extraits comme ça où il y a des personnes qui se font stalker, qui agrippent un streamer pour se protéger. Et bien fatalement, vous avez besoin d'une bonne connexion et ça tombe bien parce que j'ai une solution. Parce que c'est pas avec une carte SIM prépayée ou une pocket wifi que vous allez pouvoir envoyer du flux de manière stable pour un live. Non, pour le Japon, vraiment, je vous recommande Ubigi. Ubigi, c'est un opérateur eSIM qui te permet d'avoir internet partout dans le monde. Leur service au Japon est vraiment excellent. Et oui, je sais, c'est écrit collaboration commerciale juste ici, vous l'avez vu, je l'ai vu, tout le monde l'a vu. Mais vraiment, c'est quelque
quelque chose que j'utilisais avant même qu'il me contacte. T'installes ta SIM, tu choisis ton forfait, tu payes et tu as de la connexion instantanément, pas 8 heures après comme les cartes SIM prépayées. Là pour les prochaines vidéos, je fais venir des intervenants pour les vidéos j'emmène au Japon, et bien je leur ai pris Ubigi. Et ça marche aussi dans l'autre sens, les japonais qui viennent en France, et bien je leur ai pris aussi Ubigi. Pour le Japon, l'abonnement que je vous recommande si vous venez plus d'une semaine, c'est le 10 Go 30 jours. Ça coûte 17 € et en moyenne c'est 6 fois moins cher qu'une pocket Wi-Fi. Et si jamais vous êtes un gros consommateur, il y a même des forfaits illimités avec vraiment de la data illimitée. Ça se connecte toujours au meilleur réseau disponible, donc ironiquement vous allez même avoir une meilleure connexion que les japonais eux-mêmes. Récemment, l'équipe IC Japan Corp a même vérifié qu'au sommet du mont Fuji, il y a de la connexion avec Ubigi. On est en full 5G. C'est magnifique. Donc vous avez compris, si vous venez au Japon, c'est Ubigi. Vous avez 10% avec mon code de réduction Louis et vous avez bien sûr un lien dans la description. 3 règles essentielles pour les femmes au Japon pour éviter ou gérer les potentiels stalkers. Ne postez pas de photos de l'extérieur de votre domicile, ça je pense que tout le monde l'a compris. Ne séchez pas de sous-vêtements à l'extérieur. J'en ai déjà parlé, il y a des voleurs de culottes, mais il y a aussi certaines femmes qui font sécher du linge d'homme sur leur balcon pour dissuader les potentiels stalkers. Et enfin numéro 3, ne frappez pas quelqu'un qui vous pelote dans le métro, criez plutôt TSHIKAN. C'est le mot pour désigner les peloteurs du métro, et pourquoi frapper c'est pas une bonne solution, c'est parce que si vous n'êtes pas japonais, vous allez avoir du mal à justifier votre comportement auprès de la police. Ça fait partie des règles non dites par le Japon, pour gagner un conflit, il faut se faire passer pour la victime. Et en parlant de sous-vêtements et de transport, ça me fait une transition toute trouvée pour parler d'un phénomène très japonais et que j'ai pourtant assez peu évoqué sur ma chaîne. Il s'agit de l'upskirting. Les iPhones au Japon font forcément un bruit lorsque vous prenez une photo. Alors moi bien sûr je peux enlever le bruit, là par exemple je prends des photos et bah on l'entend pas, mais ça au Japon vous l'aurez compris, c'est impossible. Et la raison de cette fonctionnalité unique au monde, c'est ça. Oui, les peloteurs du métro c'est connu, mais certains n'ont même pas besoin d'aller jusqu'à vous toucher mesdames. Juste une photo, eh bien ça leur suffit. Et c'est pour cette raison que la loi japonaise, pour protéger la vie privée des habitants, a demandé à tous les constructeurs d'implémenter cette petite fonctionnalité et donc de rendre ce bruit non désactivable. Après, je dois admettre quand même, c'est pas très compliqué de le rendre silencieux. Surtout que les mateurs de culottes sont de plus en plus ingénieux avec des mini-caméras cachées dans les lunettes, les chaussures, les parapluies, les stylos. Et en fait, même pour certains, il n'y a plus besoin de caméra. Je viens de découvrir ce phénomène. Il existe des salaryman pervers qui font polir le bout de leurs chaussures au maximum pour les rendre aussi réfléchissants qu'un miroir. Et à partir de là, ils ont juste à s'approcher d'une fille en jupe dans le métro et à mater le bout de leurs chaussures. Ah, clairement, c'est désespérant comme méthode. Mais alors, pourquoi les stalkers font ça ? C'est un peu une question stupide, parce que si je vous dis pourquoi les meurtriers tuent, eh bien il y a tout un tas de raisons. Mais il y a des raisons qui parfois sont plus troublantes que d'autres. Et voici ce que j'ai trouvé. Je n'arrivais pas à me contrôler. Un homme de 59 ans se confie dans le Mainichi Shimbun, un gros journal japonais. Il a stalké une jeune fille de 20 ans pendant plusieurs mois. Au début, juste en la regardant, puis en la suivant, et enfin en filmant en dessous de sa jupe. Pendant un mois, il a conservé cette routine dans les transports jusqu'à ce qu'en août 2022, il soit interpellé par un policier parce qu'il avait un comportement suspect près des portiques du métro. Il s'est fait choper et vu qu'il était assez honnête, ils lui ont proposé une séance chez le psy. Alors une fois devant les services sociaux offerts par l'État, on se rend compte que l'homme n'avait même pas conscience qu'il causait du tort à cette femme. Il disait qu'il faisait ça parce qu'il avait juste du temps libre. Mais après plusieurs séances, il a repris sa vie et son comportement en main et aujourd'hui il travaille. Comme ça, plus de temps libre et en plus il dit ne plus jamais vouloir causer du tort à une femme. J'ai choisi de vous parler de ce témoignage parce que je trouve que, dans un sens, il est plus effrayant que celui d'un fan complètement dérangé ou d'un ex enragé. Là, c'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde qui devient un stalker sans s'en rendre compte, juste parce que il a du temps libre. Si c'est une exception, tant mieux, mais en regardant les chiffres, j'ai pas vraiment cette impression. Il y a bien sûr les cas extrêmes, mais dans la grande majorité, ce sont des stalkings comme celui-ci, où c'est malsain, mais ça ne va pas vraiment plus loin. Et ça m'a poussé à me questionner si la société nippone était pas en fait un terrain fertile à ce genre de comportement déviant. Parce qu'attention, le Japon c'est beaucoup plus safe que la France, surtout pour les femmes, mais il y a vraiment cette exception, le stalking. Alors pourquoi au Japon il y a autant de comportements déviants ?
Là je vous préviens, c'est une analyse personnelle. Je me suis rendu compte après plusieurs années que les Japonais ils aiment quand même mettre beaucoup les gens dans des cases. Ça peut être avec un peu tout et n'importe quoi, comme par exemple les formes du visage ou encore les comportements qui sont associés au type de groupe sanguin. Et même au lycée on a vraiment des noms et des appellations bien précises, bien quadrillées pour chaque groupe d'élèves. On a le groupe des gens populaires, ensuite on a les otaku, il y a les timides, les bons en sport, etc. Et ce classement, eh bien il se poursuit même jusqu'à l'âge adulte. Et ça pour moi ça crée logiquement une hiérarchie entre les individus et donc des complexes. Juste petit exemple, mais dans Dandadan récemment, dans l'épisode 1, on voit que la fille populaire, on va dire la fille à peu près normale, eh bien elle dit au mec otaku, non mais au fait d'où tu peux te permettre de me parler. Donc vous voyez, cette hiérarchie elle est quand même plus marquée au Japon. Ça peut être entre beau et moche, connu, anonyme, youtubeur, abonné. なんで開けてくれないの？開けてくれないんだ。Là ce que vous voyez c'est un youtubeur qui est stalké par une jeune femme, mais pour être honnête il capitalise quand même beaucoup sur le fait qu'il soit victime d'une stalkeuse. Il a fait toute une série de vidéos dessus et je vous avoue, pour moi à 90% c'est fake. Mais sur TikTok j'ai trouvé des vidéos qui ont l'air déjà plus réalistes et qui ont vraiment explosé en termes d'audience. Ce sont des femmes étrangères au Japon qui parlent de stalker. Cette femme elle s'appelle Alexandria et elle raconte son histoire comme quoi son Judas a été décroché de sa porte pour qu'on regarde à l'intérieur de son appartement. Et ça assez régulièrement apparemment, et à cause de ça elle a dû déménager. Alors bien sûr il n'y a pas vraiment moyen de vérifier si c'est fake, mais ça fout quand même les jetons. Des vidéos qui parlent de stalker comme ça sur TikTok, il y en a plein. Cette femme japonaise, en plus de faire des mini-fictions, explique c'est quoi les points qui font que le stalker est dans l'illégalité. Et ça strictement par rapport à la loi. Et justement, la loi, la police, le gouvernement japonais, qu'est-ce qu'ils font contre le stalking? Comme d'habitude, vous vous dites qu'ils comprennent, mais que concrètement, il n'y a rien qui bouge, c'est compliqué, etc. Et bien pour une fois, c'est pas le cas. Voici les 8 actes soumis aux lois anti-stalking. 1. Traquer, tendre une embuscade, faire irruption, rôder. 2. Faire comprendre à autrui que vous le suivez. 3. Demander à l'autre de tenir compagnie de manière répétée. 4. Avoir un comportement violent. 5. Appeler au téléphone ou envoyer des messages de manière répétitive. 6. Livrer des objets et des détritus au domicile de la victime. 7. Nuire à sa réputation. Et enfin 8. Envoyer des photos obscènes. Chacun de ces points dans la loi mentionne de nombreux sous-points. Et la loi, elle est continuellement améliorée pour s'adapter au mieux aux nouvelles technologies. On pense immédiatement aux réseaux sociaux, mais on pense beaucoup moins à ce genre de petit objet. Oui, c'est un AirTag de chez Apple, et si c'est super pratique pour retrouver ses clés, c'est aussi un outil diablement efficace pour suivre à la trace les mouvements d'un individu. Alors bien sûr, Apple a un peu prévu le coup en mettant une alerte sur ton téléphone si jamais il y a un AirTag qui te suit, mais il suffit que la personne ait un Samsung et l'alerte, elle tombe à l'eau. Et de toute façon, il suffit d'acheter un produit d'une autre marque pour pouvoir traquer sa victime tranquille en mettant ça sur son sac ou plus discrètement sur sa voiture. Franchement, cette loi au Japon, c'est le top. Elle évolue, on communique beaucoup dessus, elle est appliquée, et elle date de l'an 2000. Alors, je vous avoue qu'à force de faire des recherches sur le Japon, je me rends compte qu'il y a certains types de schémas qui se dessinent. Parce que le Japon qui vote en l'an 2000 une loi contre le stalking, c'est très avant-gardiste. Pour vous donner une idée, en France on parle de cyberharcèlement dans la loi que depuis le 4 août 2014. L'an 2000, c'est à peine le début des réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat, Telegram, WhatsApp, tout ça, ça n'existe pas. Même copains d'avant, ça n'existait pas en l'an 2000. Les ordinateurs à cette époque, ils ressemblent à ça, et les téléphones portables à ça. Non, clairement je vous le dis, il a dû se passer quelque chose pour que cette loi voie le jour. Effectivement, tout comme pour la loi sur l'avortement au Japon, lorsqu'un pays est un peu trop avant-gardiste sur des problèmes sociaux, c'est que c'est souvent une grosse affaire médiatique qui l'a poussé à voter ces lois. Affaire Inoshiori, 1999. S'il vous plaît, prenez ces preuves, prenez-les! Dans ce commissariat japonais, les policiers sont bien embêtés. Devant eux, un père de famille et sa fille de 21 ans leur tendent un dossier complet. À l'intérieur, des lettres, des photos, des plaques d'immatriculation et des enregistrements audio. Tout le travail est prémâché, et pourtant, les policiers en réceptionnant le dossier ne feront strictement rien. Alors, ce dossier, c'est quoi? Eh bien, il regroupe toutes les preuves accablantes comme quoi Shiori Ino, une étudiante japonaise de la préfecture de Saitama, se fait harceler depuis plusieurs mois par son ex-petit copain, Kazuhito Komatsu. Tout commence en janvier 1999 lorsque Komatsu a flashé sur Ino. C'est un entrepreneur qui tantôt travaille dans l'immobilier, tantôt dans le milieu automobile. Et comment vous dire?
On aime bien aujourd'hui utiliser le terme toxique pour désigner un peu n'importe qui a un comportement douteux. Mais là, ce mec Kazuhito Komatsu, c'est le mec toxique originel. Il achète des cadeaux très coûteux à Shiori comme des sacs Louis Vuitton ou des vêtements Gucci. Au début, ça lui fait plaisir, mais au bout d'un moment, elle se sent gênée et donc elle ne peut plus accepter. Lorsqu'elle confronte Komatsu à ce sujet, ce dernier explose de colère. Tu rejettes mon amour? Tu te prends pour qui? Ça ne s'arrête pas là, il commence à la menacer elle, mais aussi sa famille. Et il est tout à fait capable de mettre à exécution ses menaces. Parce que Kazuhito Komatsu, ce n'est pas juste un petit copain un peu possessif qui n'arrive pas à passer à autre chose. Tout ce que Ino Shiori sait de lui est faux. Il lui a donné un faux nom, un faux âge, il n'a pas 23 ans mais en vérité 26, et bien sûr son métier, il est très différent. C'est en réalité un gérant de bordel qui travaille dans la pègre. Vous comprenez donc qu'à ce moment précis, pour Ino, c'est le début de l'enfer. Komatsu et son frère vont débarquer au domicile de Ino, qui est aussi le domicile des parents de Ino Shiori, et ils vont faire du chantage en disant que leur fille a estorqué Komatsu. Le père les envoie bien sûr balader, et ils recommencent même sur le lieu de travail du papa. Clairement, la famille est traquée et la peur ne fait que grandir. Ino a clairement peur pour sa vie et celle de sa famille, c'est pour ça qu'elle va une première fois au commissariat. Mais une fois là-bas, les policiers retournent la situation en disant que c'est de sa faute parce qu'elle a accepté tout un tas de cadeaux avant de rompre avec son petit ami. Désespérée, en juin 1999, elle restitue tous les cadeaux qu'elle a reçus par la poste en espérant que ça calme la situation. Mais ça a l'effet strictement inverse, et c'est comme ça que ça va renforcer l'harcèlement qu'elle subit. En juin 1999, en sortant de chez elle, elle aperçoit des tracts diffamatoires placardés dans tout son quartier. Mais c'est pas tout, c'est aussi à son école et au travail de son père. Elle et ses parents retournent alors au commissariat de nombreuses fois. Et à chaque fois, c'est la même chose, ils se font balader en la désignant elle pour responsable de la situation. Comprenez-nous, nous ne pouvons pas intervenir dans des problèmes de couple. Les policiers essayent même de manipuler les dépositions de plainte en disant à la fille de faire ça après ses examens. Ils viennent jusqu'au domicile de Ino Shiori pour convaincre sa mère de retirer sa plainte en promettant qu'elle pourra la déposer à nouveau plus tard. Ce qui est totalement faux, une fois que tu retires ta plainte au Japon, tu ne peux plus la redéposer. Les parents tentent alors de passer par un avocat qui répond de la même manière que les policiers au commissariat. Mais alors pourquoi personne veut faire son taf? Eh bien pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec la police japonaise, dans mes vidéos, il y a ce qu'on appelle, surtout à l'époque de cette affaire, le tabou du cerisier. C'est un tabou qui oblige implicitement la police japonaise à obtenir des résultats quasi parfaits pour conserver les grandes faveurs de l'opinion publique. Ainsi, à cette époque, si une personne est retrouvée poignardée et qu'on n'a aucune piste, ce n'est pas un meurtre, c'est une vilaine chute dans les escaliers. Et c'est dans la même veine où lorsqu'un crime est commis, il faut une arrestation. Car il est nécessaire pour la police japonaise de désigner un coupable, quitte à se tromper sur le coupable. Si vous voulez en savoir plus sur le tabou du cerisier, j'ai fait cette vidéo il y a plusieurs années qui explique dans le détail ce mode de fonctionnement de la police. Bref, vous avez compris, dans cette affaire, la police ne veut pas se mouiller. C'est pour ça qu'ils essayent d'éliminer la plainte pour conserver leur taux de réussite au plus haut. Mais fatalement, le 26 octobre 1999, 4 mois après la restitution des cadeaux par Ino Shiori, ce qui devait arriver, arrive. En vérité, depuis le jour où Komatsu a récupéré ses cadeaux, il a engagé un assassin payé 20 millions de yens, l'équivalent de 200 000 € aujourd'hui, pour en finir avec Ino Shiori. Ce dernier a pendant de longs mois traqué la jeune fille et sa famille pour trouver le moment le plus opportun pour passer à l'action. Devant la gare de Okegawa, au moment où Ino Shiori gare son vélo, elle se fait planter une fois dans les côtes. Elle se retourne et l'agresseur l'achève d'un second coup de couteau. Elle ne s'en remettra pas et ça y est, vous vous dites que le pire est arrivé, eh bien peut-être pas. C'était une chasseuse de marque, assoiffée par le luxe, une fille très superficielle. Elle travaillait dans des milieux peu recommandables et vendait des services. Ça, c'est l'ambiance de la conférence de presse lorsque la police annonce le drame aux médias. Ah, clairement, on prend ça le plus à la légère possible. La police va même encore aller encore plus loin en disant qu'au moment du crime, elle avait sur elle un sac Prada et une montre Gucci.
Bon, vous l'avez compris, la police japonaise tente de dégrader au maximum l'image de Hino Shiori, quitte à faire des déclarations calomnieuses. En fait, ce qu'ils visent, c'est que si l'opinion publique pense que c'est une délinquante qui a été tuée, eh bien, ce ne sera pas du tout le même effet que s'ils savent que c'est une étudiante modèle. Et surtout, la police ne veut pas que les gens découvrent que la victime et ses parents ont prévenu des mois et des mois à l'avance les autorités concernant la dangerosité de Komatsu et sa bande. Les parents de Shiori ont beau se débattre, ils ne peuvent rien faire face à l'union de la police et des médias. L'affaire se tasse, mais ça, c'était sans compter Kiyoshi Shimizu, un excellent journaliste du magazine Focus qui va mettre toute la lumière sur cette affaire. Il révèle tout, absolument tout ce que je vous ai raconté. Le fait qu'il soit allé au commissariat, qu'il se soit fait rembarrer une fois, 2 fois, 15 fois, qu'ils aient essayé même de faire en sorte qu'il ne dépose pas plainte. Il a tout balancé. Et forcément, l'opinion publique, elle est outrée. À partir de là, tout change. C'est la panique stellaire chez les forces de l'ordre. Il faut des résultats et ça très vite. C'est pour ça qu'en quelques semaines seulement, les frères Komatsu sont arrêtés. On désigne les méchants policiers qui n'ont rien fait pour la jeune fille et qui ont magouillé sur les plaintes. Et vite, on dépose une loi pour calmer l'opinion publique. Surtout qu'en février de cette même année 1999, une affaire similaire avait déjà éclaté avec Yukako Onoi. Même procédé, un ex-maladif qui a foncé avec sa voiture dans celle de la victime. Et pourtant, au préalable, de nombreux signalements à la police avaient été établis par elle et son frère. La seule mesure concrète que la police a prise à l'époque, c'est d'obliger le stalker à venir au commissariat et à rédiger une lettre comme quoi il ne recommencerait plus. Oh mince! Ah bah clairement la police japonaise avant le vote de la loi, c'est ce niveau-là. Et maintenant vous savez, c'est ça le contexte du vote de la loi anti-stalking en l'an 2000. Et je pense que vous l'avez compris, mais le véritable criminel de ces histoires, ce n'est ni Komatsu ni un ex-fou. C'est largement plus le système policier japonais qui n'a rien fait alors qu'il était prévenu. C'est pour ça que la loi anti-stalking elle est autant nécessaire, ça permet aux victimes de se protéger face aux stalkers, mais ça oblige aussi le policier, et les policiers voilà, à bien écouter les victimes de stalking. Mais malheureusement, la leçon n'a pas été retenue par tous. De temps en temps, des drames surviennent comme celui de Mayu Tomita, encore une idole qui s'est retrouvée agressée par son stalker. Et bien sûr, encore une fois, le ravisseur avait été dénoncé à la police bien avant que cet incident arrive. Et en fait, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la loi anti-stalking, elle est mise à jour de temps en temps avec les méthodes les plus modernes. En vérité, c'est pas le gouvernement japonais qui se tient bien au courant des nouvelles technologies et des nouvelles méthodes des stalkers. Non, chacune de ces mises à jour, enfin presque, correspondent à une grosse affaire de stalking qui a éclaté dans les médias. Ce qui fait que, comme pour beaucoup de lois, on avance, mais avec des victimes sur le chemin. Je vous révèle dans mes vidéos les côtés obscurs, dissimulés, cachés de la société japonaise et les différences culturelles qu'on ne peut pas apercevoir au premier coup d'œil. Mais il ne faut pas oublier que le Japon c'est un formidable pays à visiter, et encore plus quand tu as eu Biggie. Et surtout, la majorité des défauts que je mentionne en vidéo, vous ne les vivrez probablement jamais. C'est juste intéressant selon moi de savoir qu'ils existent pour ne pas se mettre à rêver d'un pays parfait.